Et bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir Loïc. Bonsoir, bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, nickel. Nickel. Je pense qu'il faut juste prévenir qu'on vient de changer de matériel. J'espère que le son il est super. Ouais. Normalement, on a eu des problèmes techniques dans l'épisode précédent. Je sais pas à quel point ça s'est entendu. Je trouve qu'on a fait les choses à peu près bien pour que ce soit smooth. Quoi. Ouais, il y a eu des phrases qui ont été calées de la fin vers le début et puis des bouts d'épisodes qui ont été collés les uns avec les autres. Ça s'est bien passé normalement. Donc on remercie Robin, notre super producteur qui a investi pour qu'on puisse travailler dans des conditions confortables. Donc j'espère que le son il est super et on est parti pour un épisode hyper cool, je pense. Ouais. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Anita. Bonjour Anita, comment vas-tu ? Bonjour, ça va ? Ça va ? Tu nous viens de Paris du coup. Tu as fait l'aller-retour à Bordeaux exprès. Voilà, donc prenez-en de la graine. Les gens qui viennent de loin, vous pouvez venir à Bordeaux. Hein. C'est super Bordeaux. Bon, il pleut aujourd'hui, mais c'est super Bordeaux. C'est vrai que c'est pas comme d'habitude aujourd'hui. Hein. Il y a plus de pluie que normalement. Mais oui, il a fait beau toute la semaine en plus. Mm-hmm. Triste, mais c'est pas grave. C'est pas comme si on avait un anniversaire ce soir et qu'on allait dans les bars et qu'on allait sous la pluie, c'est bien. Voilà. La vie à Bordeaux. Vivement le sud-est. Alors, Anita, tu nous fais une thèse en psychologie. C'est une psychologie de la santé, je suppose, vu la thématique. Oui. Tu es dans le même laboratoire que moi, donc au laboratoire psychopathologie et processus de santé à Paris-Cité. Tu as commencé ta thèse en 2023. Donc ça fait 2 ans, parce que ça fait février 2023. Donc c'est début de 3e année. Ça va ? Ça va. Ça va, ok, parfait. Tu es sous la direction de Anne Bredar et Bernhard Holzner, que je ne connais pas. Et c'est tout. J'ai pas l'info de ton financement, je suppose que c'est un financement. Tu es financé ? Oui, j'ai un financement, alors en partie de l'INCa, dans le cadre d'un appel à projet SHS et de la Fondation de France. Stylé. Donc le on cancer, leur remercie, évidemment. On les remercie. On remercie toujours les financeurs parce que c'est très compliqué de faire de la recherche et en SHS, c'est pas facile d'avoir des financements. La plupart des personnes ne sont pas financées. Ouais. Bon, on n'a pas pensé à tous les remercier au fur et à mesure, mais on peut dire qu'on le fait là aujourd'hui. Mais on le fait pour toutes les personnes qui sont financées. Tout à fait. Ton titre de thèse, c'est « Expérience et qualité de vie des patients durant la phase de surveillance d'un mélanome de l'UV, une étude prospective multiméthode ». J'ai tout bon ? Exactement. Parfait. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, pour nous expliquer ce que c'est l'UV, parce que même moi, j'ai eu un petit doute, alors que je suis biologiste, au secours. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait avant de faire une thèse et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette thèse ? Bien sûr. Alors, j'ai fait des études de psychologie, logique, à l'école des psychologues praticiens à Paris. Ouais. J'avais fait la prépa avant, parce que comme c'est une école qui, en tout cas à l'époque, recrutait avec un concours, il y avait une classe préparatoire. Donc j'avais fait ça parce que de base, je ne suis pas française. Donc j'avais fait la prépa pour me vérifier si je pouvais suivre des cours en français. Et c'est vrai que c'est une année quand même d'apprentissage parce que je ne pouvais pas si bien que ça suivre, en tout cas pas tout. Mais finalement, ça s'est très bien passé. J'ai eu mon concours, j'ai fait les 5 ans et je suis donc sortie psychologue clinicienne en 2022 de cette école. Et j'avais voulu faire une thèse, je pense, depuis toujours, déjà depuis que j'étais enfant. Parce qu'on apprenait en fait des poètes écrivains allemands. Et il y en avait un, alors ça remonte à 15 ans de là, je pense. Donc, mais si je me souviens bien, c'était Heinrich Heine qui, en fait, avait des financements pour faire ses études. Sauf qu'il devait rendre le reste de ses financements à son oncle, il me semble, ou son père, une fois qu'il avait terminé ses études. Et en gros, lui, il n'avait pas envie de rendre ses financements, donc il n'arrêtait pas de faire des études. Et à l'époque, je me suis dit, c'est trop bien cette vie. Moi aussi, je vais faire des études toute ma vie et pas rendre l'argent à mon oncle. J'ai pas eu d'argent de mon oncle, mais voilà, je trouvais que c'était... Voilà, je trouvais les gens qui avaient des thèses, je trouvais ça très impressionnant. Et puis, j'ai toujours affectionné les études, l'école, donc c'était assez naturel, en fait. Ok. Et tu avais fait français, du coup, à l'école pour avoir... où tu es arrivé sans connaître du tout le français, en te disant, je vais apprendre le français en 5 ans, ça va être super. Non, j'avais quand même, en fait, en 3e langue, au collège, comme on peut ici, je pense, prendre l'espagnol ou l'allemand, j'avais fait français. Et donc, mais après, le bac, je suis partie 1 an à Versailles, où j'étais fille au pair. Ok. Avec une famille qui maintenant habite à Bordeaux en plus, donc c'est marrant.
Et ensuite, j'étais retournée en Allemagne pendant 1 an. J'ai bossé en finance. Genre, rien à voir. Rien à voir, effectivement. Mais vraiment, rien à voir. Et du jour au lendemain, presque. Enfin, vraiment, ils avaient un préavis de, je pense, 3 jours. Je suis partie en prépa, qui commençait la semaine d'après. Alors, je m'étais inscrite à l'arrache. Enfin, c'est une sacrée histoire. Et normalement, les places étaient toutes prises en plus. Donc, j'étais très étonnée quand elle m'a appelée pour me dire que la dame de l'école, que finalement, j'avais ma place si je voulais. Donc, voilà, j'ai redéménagé à Paris. Okay. En tout cas, ton français est impressionnant aujourd'hui. Hein. Je t'avoue qu'on n'aurait même pas dit que... Enfin, pour moi, tu étais né en France et tu parlais français depuis le début. Quoi. Impressionnant. Moi, je le savais, j'avoue. Et je suis toujours choqué quand je vais en Allemagne, quand il y a des gens qui me parlent en anglais, et pour moi, c'est des Américains ou des Anglais. Et en fait, je me rends compte que peut-être que les Allemands sont très forts en langue, je ne sais pas. Ok. Et en sortant de ta prépa, ça a été difficile de trouver une thèse ou t'as fait... En sortant de l'école, non, c'était pas tellement difficile parce que j'étais déjà assistante de recherche à l'école pendant 2 ans, donc mes 2 dernières années de master. Donc j'avais déjà participé à des recherches, j'avais participé à des publications et c'était vraiment une grande chance. C'est en fait le professeur Martin Krum qui a développé du coup ce labo à Psychoprat et qui en fait avait proposé à 2 personnes, donc, dont moi, de faire ça. Donc j'avais déjà un peu, entre guillemets, le pied dedans, si on peut le dire. Et même si je ne suis pas restée là-bas, finalement, j'avais fait des stages en recherche. Donc Anne Breda, je la connaissais depuis déjà 3 ans. J'avais fait 3 ans de stage avec elle. Donc c'était pas très compliqué. Puis je suis sortie aussi quand même avec des bonnes notes. Donc je pense que ça a aussi aidé à trouver. Ouais, j'avais plusieurs propositions en sortant. Donc je pense que... Trop bien. Et ben voilà, si vous ne savez pas quoi faire pendant vos études, vous pouvez faire aussi des stages de recherche comme ça. Vous pourrez directement avoir un pied dedans pour trouver un labo ou des financements. Donc, bonne expérience. Alors, on va commencer un petit peu sur ton sujet de thèse. Peut-être qu'on va parler d'abord de ce que c'est un mélanome de l'UV, vu que c'est un peu le gros du sujet. Après, on fera un peu qu'est-ce que tu fais par rapport à ça en psychologie. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, en fait, les mélanomes de l'UV, c'est en fait des tumeurs de l'œil. Qui peuvent être localisées dans différentes structures, on va dire, au niveau de l'œil. Donc, il y en a dans la choroïde, la majorité de ces tumeurs, en fait. Et en fait, la choroïde, c'est une couche de l'œil qui est plutôt vers le fond de l'œil. Donc, les tumeurs de l'extérieur, on ne les voit pas. On ne les voit qu'en regardant le fond de l'œil, où là, effectivement, sous le fond, on peut voir ces tumeurs. Il y en a parfois aussi au niveau de l'iris. Ou au niveau du corps cilaire, mais beaucoup moins fréquemment, c'est entre 3 et 8%, alors qu'au niveau de la choroïde, c'est vraiment 85% de ces tumeurs-là. Et du coup, ça fait que c'est souvent des diagnostics vraiment au hasard. Donc, les personnes vont voir leur ophtalmo pour une prescription de lunettes ou parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur vision, mais c'est même pas le plus fréquent, en fait. C'est vraiment souvent juste un examen ophtalmique de base. Qui conduit à ce diagnostic ou en tout cas à une suspicion, et c'est ensuite qu'ils arrivent à curer et que c'est confirmé ou pas. Donc voilà, en très bref définition, mais on pourra aller plus en détail. Et ça se voit sur le fond de l'œil, c'est-à-dire que sur le fond de l'œil, tu vois les cellules qui sont... Enfin, tu vois pas les cellules, tu vois quoi ? Tu vois une déformation, tu vois un changement de couleur ? Qu'est-ce que ça... Alors on voit souvent, en fait les tumeurs, souvent ils ont une forme un peu conique, on peut dire. Ouais. Et parfois une pigmentation un peu orangée. Donc, ils m'ont montré aussi les médecins. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une petite pigmentation qui se voit et qui apparemment n'est pas habituelle. C'est dans ça aussi, je pense que c'est assez fréquemment comparé au mélanome cutané, même si finalement, en termes de fonctionnement biologique et de génétique sous-jacente, c'est quand même assez différent. Mais... il y a quand même cette idée de pigmentation. Il y a dans les 2 cas quand même les mélanocytes qui sont en fait impliqués au niveau de ces tumeurs. Et en termes de prévalence, ça donne quoi du coup ? Est-ce qu'on a une équivalence entre les hommes et les femmes qui vont être touchés ? Est-ce que c'est plutôt les personnes âgées ou les jeunes ? Ça donne quoi ? Alors c'est plutôt les personnes âgées, avec un âge médian entre 62 et 65 ans à peu près. Contrairement au mélanome de la peau qui, eux, concernent des personnes plutôt autour de la cinquantaine, 55 ans.
Donc là, on est vraiment plus sur les personnes âgées. C'est quasiment inexistant chez les enfants. Enfin, vraiment très, très, très exceptionnel. Et dans les cas où ça concerne des personnes vraiment plus jeunes, souvent, il y a quand même des raisons plutôt génétiques pour le coup. Mais c'est vraiment sporadique. C'est assez rare quand même. Et il me semble que ça concerne plus fréquemment les hommes que les femmes. Plus fréquemment des personnes aux peaux claires, aux yeux clairs. Donc on avait quand même un peu aussi l'idée que peut-être ça pourrait être lié au rayonnement UV, etc. Et finalement, ça n'a pas tant que ça été confirmé, puisqu'on a vu que les mélanomes de la peau, par exemple, l'incidence a beaucoup augmenté dans les dernières décennies, ou en tout cas a augmenté depuis plusieurs décennies. Et je pense que maintenant, ça commence peut-être à stabiliser parce qu'on est quand même un peu plus sensibilisé. Alors que les mélanomes de l'UV, le nombre de cas est resté à peu près stable, si on peut dire ça. Donc c'est toujours entre 500 et 600 cas à peu près en France par an de nouveaux diagnostics. Et indépendamment du trou dans la couche d'ozone, de l'exposition au soleil, etc., ça n'a vraiment pas de rapport. Pour rester sur le mélanome peut-être, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe quand tu as un cancer de l'œil? Qu'est-ce que ça fait chez les personnes et comment ça se... C'est quoi la qualité de vie? Enfin, on va peut-être pas rentrer directement dans la qualité de vie, mais qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là et comment ça se manifeste et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme symptômes, etc. Alors, comme on disait, il y en a qui n'ont aucun symptôme, qui en fait vont juste voir leur ophtalmologue qui fait des examens, dont les fonds de l'œil. C'est quand même aussi assez... Je pense que ça fait partie presque des examens de routine, surtout à partir d'un certain âge, j'ai l'impression. Et là, il va voir qu'en fait, il y a un souci, qu'il y a cette anomalie, cette tumeur conique ou une tache, etc. Donc, ça peut être ça, avec aucun symptôme préexistant. Après, c'est possible que quand il y a des symptômes, ça peut être par exemple une baisse de la vision, une vision un peu floue ou un peu floue d'un côté. Enfin, ça peut être comme une impression d'avoir des mouches volantes ou des points un peu noirs dans l'image. Ça peut être des flashs lumineux. Donc, indépendamment des vraies sources lumineuses autour, avoir juste des flashs lumineux dans l'image. Sachant que ça dépend un peu de la localisation de la tumeur, mais quand il y a des symptômes comme ça, souvent c'est quand même des tumeurs aussi qui sont déjà plus grands, de ce que j'ai pu en tout cas voir dans les quelques consultations que j'ai observées. La plupart du cas, dans la plupart des cas, ça n'a quand même pas vraiment de symptômes. Et parfois, c'est aussi juste une petite lésion où on va en fait observer, finalement comme on le ferait avec les mélanomes cutanés. On va juste regarder est-ce que ça change, est-ce que ça évolue quand c'est vraiment très très petit, ou est-ce que c'est juste une tache qui reste pareille et qui est pas forcément maligne en soi. Qui va rester. Donc il y a aussi ça, forme. Voilà, c'est comme un grain de beauté qu'on surveille mais qu'en fait il va pas bouger. Oui, exactement. Ok. Du coup, si on passe un peu à la partie psychologie, donc toi tu t'intéresses à l'expérience et la qualité de vie de ces patients. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que tu entends par là? Bien sûr. Alors évidemment, comme tout cancer ou comme toute maladie grave ou chronique, le diagnostic est évidemment un choc pour la plupart des personnes quand même, surtout si c'est inattendu ou lors d'un examen de routine. Et qu'il n'y a pas de symptômes. Et qu'il n'y a aucun symptôme, c'est quand même assez brutal. Ensuite, les traitements sont assez particuliers aussi, puisqu'ils sont beaucoup plus courts que les traitements, par exemple, dans le cancer du sein, où c'est quand même, je pense, la durée moyenne, je dirais, c'est dans les 100 jours, 200 jours pour les cancers du sein. Enfin, c'est en tout cas une durée de traitement quand même assez longue, souvent avec des chimiothérapies, etc. Alors qu'ici, pour l'instant, ce qui se fait, c'est soit une chirurgie, donc une énucléation. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est on retire l'œil, le globe oculaire en entier. Ça, c'est le cas dans les tumeurs plus grandes ou qui sont tellement mal localisées que de toute façon, la vision est tellement impactée que c'est impossible de récupérer ou de préserver. Oui, donc de toute façon, tu ne vois plus rien. Donc ça, exactement. L'œil ne sert plus à grand-chose. Okay. Ça, pour les patients, ça peut être assez particulier aussi parce que même dans les cas en fait, des flashs lumineux, finalement, c'est plus de la vraie vision. C'est juste une impression parce qu'en fait, souvent, ça appuie sur le nerf optique ou en tout cas, c'est un peu en lien. Mais ce n'est pas... vraiment des images. Et ça, j'ai assisté à une consultation avec une patiente qui, pour le coup, avait beaucoup de mal à comprendre que son œil voyait plus vraiment déjà et que c'est pas juste, on pouvait pas juste traiter les flashs lumineux et qu'après, elle allait de nouveau voir.
Donc voilà, cette chirurgie, évidemment, ça change complètement l'image du corps, ça change complètement la façon aussi de se percevoir, de percevoir l'espace autour et d'être perçu. Donc ça, ils en disent quand même tous quelque chose. Alors certains sur un ton de la blague, un peu, oui, quand il y a des gens que je veux pas voir, je me positionne d'une certaine façon, etc. De l'autre côté, je le vois plus. Voilà. Mais mine de rien, voilà, c'est quand même assez impactante. Et puis vraiment, on se rend pas compte, je pense, dans la vie de tous les jours, à quel point ça a un impact aussi sur quand on marche dans la rue, quand on est dans un espace un peu où il y a du monde, où les escaliers, etc. À quel point finalement on n'a plus la vision la profondeur, de l'espace vraiment. Et apparemment, l'autre œil peut compenser et on peut réapprendre. Alors je vis pas dans cette situation, donc je sais pas à quel point c'est vraiment le cas. Mais ça, forcément, sur la vie quotidienne, ça a un grand impact quand même. En fonction du travail qu'on a fait, on peut plus forcément faire le même travail, ou en tout cas avec des adaptations. Voilà, c'est quand même particulier. Et puis même les autres traitements, donc même si c'est une radiothérapie ou une protonthérapie, il y a un type de radiothérapie spécifique, très ciblée vraiment sur la tumeur. Radiothérapie, c'est des ondes, c'est ça ? C'est ça. Ok. Donc, en gros, on implante dans une chirurgie préalable, on met des petits marqueurs, des clips, ils appellent ça, pour qu'ensuite les radiothérapeutes puissent en fait voir à l'aide des clips où est la tumeur et où il faut cibler avec les rayons, parce que pour le coup, c'est vraiment des rayons très, très, très ciblés, juste sur la tumeur, pour éviter au maximum de, d'impacter trop le reste, impacter le reste, et évidemment, dans la mesure du possible, peut-être permettre de garder le nerf optique à peu près, toutes les zones un peu importantes pour la vision intactes, pour que le patient puisse, dans la mesure du possible, garder sa vision, le plus possible en tout cas. Et donc ensuite, avec des espèces d'écarteurs, l'œil est ouvert et on fait cette radiothérapie, donc c'est super irritant pour les yeux et avec des effets secondaires souvent qui peuvent même apparaître des années après la fin des traitements. Donc on peut avoir des baisses de vision vraiment des années plus tard, ce qui peut aussi être particulier pour les patients, parce que souvent ils se disent finalement ça s'est bien passé, je m'en suis sortie, ça va, etc. Et en fait, c'est des mois plus tard quand il y a des problèmes qui viennent, que l'œil reste douloureux, que souvent... ça dépend, parfois avec une nouvelle chirurgie pour enlever les clips s'ils sont gênants, etc. etc. Donc voilà, il y a quand même des choses qui peuvent venir après. Ou alors, effectivement, en alternative, dans certains cas, ils font une curithérapie, donc en fait, où ils placent un élément radioactif juste au contact de la tumeur, mais ça, c'est pas possible dans tous les cas. Okay. Et qui reste pendant, il me semble, une semaine à peu près, 7 à 10 jours peut-être. Là, je ne sais pas exactement, mais une période quand même assez courte et qui est retirée ensuite. Ok. Donc tu irradies la tumeur en local avec... Voilà. Ok. Voilà. Je connaissais pas ça. C'est spécial. Mais c'est aussi spécial à vivre pour le coup, parce qu'ils sont en isolation pendant une semaine. Ils sont radioactifs. C'est bizarre, non ? Oui, évidemment. Mais évidemment, à vivre, ils sont quand même seuls. Et puis l'œil fait mal, donc on peut pas tant que ça regarder la télé, ou voilà, ce qu'on se dit, je regarde la télé, je fais des choses pour me distraire, je lis, mais en fait, non. Toutes tes on a un truc cousu sur l'œil qui, voilà, donc on peut pas tellement, ça fait apparemment quand même assez mal, ce que on peut imaginer déjà quand on a un petit cil dans l'œil, on sait combien c'est gênant en fait. Donc en courant la dernière fois, j'ai pris une mouche dans l'œil. Voilà, c'est super gênant. Je peux plus rien voir. Au secours, on arrête. Voilà. Oui, ce qu'on disait dans un des épisodes précédents, que la vision chez l'être humain, c'est un des principaux sens. Du coup, en fait, on fait tout avec les yeux. Et si on nous enlève les yeux, c'est un peu compliqué de se réadapter et juste perdre la 3D, perdre un côté de la... Bon, si on cache un œil, la moitié de ma vision, je la vois plus, quoi. Ton angle mort, il commence à être sacrément important après. C'est sûr, et même tout l'espace public, finalement, il n'est pas tant que ça fait pour des personnes qui ne voient pas très bien. Non, ça c'est sûr. Quand on regarde les centres-villes avec les pavés, on peut quand même trébucher super facilement. Je veux dire, moi, ça m'arrive tout le temps, alors que je vois à peu près correctement. Et puis, les affichages, etc., ou avec des signaux lumineux, quand même plutôt petits, etc. Donc, j'imagine quand même que ça peut être assez compliqué. Ouais, pour conduire, tu as toujours besoin d'avoir gauche-droite pour te déplacer, changer de direction. Tu as constamment des choses qui t'arrivent de partout. C'est hyper important d'avoir... c'est quasiment indispensable, en fait, d'avoir de bons yeux dans l'espace public.
c'est vrai qu'au moins, ils peuvent continuer à conduire. Okay. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément intuitif en perdant un œil. Enfin, je sais pas, moi, j'étais pas forcément au courant qu'on pouvait continuer à conduire avec un seul œil. Ok, je dirais pas ça à mon grand-père parce que mon grand-père il fait que dire qu'il va conduire jusqu'à sa mort, mais et il commence à être sourd, il ne voit plus rien, ça commence à être compliqué. N'approchez pas de Codéran. Une validation pour vérifier que tu es bien capable avec un seul œil. J'ai un ami qui justement s'est fait retirer un de ses yeux et c'est vrai qu'il a dû repasser. Je sais pas comment on appelle ça. Un complément quoi, pour montrer que effectivement malgré le fait qu'il a un œil en moins il est encore capable de conduire quoi. Mais oui c'est carrément possible ouais. C'est pour ça le cerveau il est hyper fort pour parfois s'adapter mais ça demande énormément de temps et de travail donc dans tous les cas c'est pas simple quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc si on reste un peu sur la thématique cancer, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'espérance de vie de ces personnes quand tu as un diagnostic est-ce que ça se transforme directement en métastase et ça part en couille directe ou est-ce que tu as des gens qui ont une rémission assez rapide via les traitements ou... Alors, heureusement que ça part pas, comme tu dis, en couille à chaque fois quand même. Je suis pas la personne la plus... En fait, ça dépend. Ça dépend vraiment de différents cas de figure. Donc, et c'est justement un peu dans ça que s'inscrit aussi ma thèse, dans les différents types de surveillance, on pourra en reparler. Mais en gros, quand il n'y a pas de métastase, à peu près 69-70% des patients sont toujours vivants à 5 ans. Okay. Quand il y a des métastases, à peu près 8% des patients sont encore vivants à 2 ans post-traitement. Donc, ça dépend et je dirais qu'environ 50% peut-être développeront des métastases. Okay. Et ça dépend pour le coup le risque en fait de développer des métastases dépend en fait des critères cliniques, c'est-à-dire au niveau de la tumeur, sa taille, sa localisation, et génomique, c'est-à-dire en gros les tumeurs ont un profil biologique génomique spécifique et il y a des altérations qu'on peut détecter en fait au niveau de la tumeur parfois et les patients qui ont ces altérations-là, ils sont plus à risque de développer des récidives et quand on dit plus à risque, pour le coup ça veut vraiment dire plus à risque. Ouais, c'est limite héréditaire, c'est que tu repères via à quoi ressemble ta tumeur, tu sais déjà qu'au niveau génétique tu as un problème qui va faire que ça va redevenir... Alors en fait, il y a le côté où on commence à envisager effectivement l'hérédité, mais c'est quand même plus rare. Okay. Donc en fait, je pense en tant que biologiste, tu sais bien qu'on distingue les mutations du coup germinales, je crois, et tu me corriges, comme ça on est bien, comme ça on est sûr de l'info, qui eux sont en fait des transmissions d'une personne à l'autre, enfin des parents aux enfants, etc. Et des mutations somatiques ou de novo, donc en fait qui surviennent au cours d'une vie à l'intérieur d'une cellule. Et en fait, moi je trouvais ça assez impressionnant, mais j'ai lu l'autre jour que dans chaque cellule, il y a à peu près 47 mutations par an, par cellule, dans le corps. Donc c'est assez fou de se dire, voilà, donc en fait c'est quelque chose aussi qui arrive tout le temps. Et dans la plupart des cas, il y a des mécanismes au niveau du corps, au niveau de l'ADN, qui font que c'est réparé assez efficacement. Et dans certains cas, c'est malheureusement pas le cas. Et à ce moment-là, on peut avoir le développement de certains types de tumeurs. Voilà. Faut se représenter qu'en fait, c'est comme si tu t'écrivais la même copie des milliards de fois toute ta vie. Et tu vas forcément commencer à faire des erreurs à un moment donné parce que tu connais par cœur la copie, mais en même temps, tu fais plus trop attention. Toi, tu commences à vieillir et c'est pareil. Les mécanismes cellulaires, c'est la même chose. C'est qu'ils ont la même chose, c'est la même tâche à faire des milliers de fois. Et des fois, il y a des ratés. Et des fois, c'est repéré. Des fois, c'est sur des choses qui servent à pas grand-chose. Et donc, ça n'a pas d'impact fonctionnel sur les protéines qui vont sortir, sur les choses comme la vie de ta cellule, on va dire. Mais il y a des fois où ça va être hyper important parce que la protéine qui va sortir, elle va pas être viable ou elle va être différente et elle va causer des problèmes, des dommages sur le reste de ta cellule. Et c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, quoi. Ça, faut pas trop le voir parce que moi je sais que quand je l'ai appris, ensuite dans mon quotidien, j'étais en train de me dire chaque seconde, ou par exemple quand je fumais une cigarette, je savais que ça potentialisait le risque d'erreur, le risque de mince.
de mutation. Et du coup, tu peux très vite devenir parano en mode je suis à toujours une mutation du cancer. Alors aujourd'hui, j'ai multiplié par 27 mon taux de mutation, donc c'est catastrophique. Donc il faut garder la tête froide quand même. Voilà. Ouais. Mais les biologistes, ils savent. Ils savent qu'on devient fou. C'est comme les médecins avec les pathogènes. Je pense qu'il est particulier ici, c'est le fait que, justement, tu dis quand on fume, etc., on sait qu'on augmente le risque, notamment le cancer du poumon, le cancer de la gorge, etc., tout ce qui est ORL. Et en fait, ici, il n'y a pas ça. Ouais. Il n'y a pas tellement de vrais facteurs de risque, entre guillemets, identifiés. Ils ont un peu des hypothèses, mais c'est pas très sûr. Donc, en fait, les patients, quand ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils ont eu ça, donc ils se disent peut-être parce que j'ai jamais mis de lunettes de soleil ou parce que voilà, mais finalement, c'est pas du tout ça. Ouais, si t'as pas donc, je pense que c'est vraiment compliqué aussi de se dire il y a un côté biologique, génétique, et il y a un côté potentiellement environnemental quand même, mais où on est multifactoriel. On ne sait pas encore du coup en fait à quoi ça correspond. J'ai écouté, il y avait une journée en fait à l'Institut Curie, comme tous les ans, journée sur le mélanome uvéal, et en fait il y avait des présentations qui avaient été faites. C'est d'ailleurs en replay sur YouTube si jamais ça intéresse certains parmi vous. Et il y avait une présentation sur justement comme quoi on envisageait que peut-être les personnes qui étaient pilotes d'avion étaient un peu plus à risque parce qu'il y avait un peu plus de cas. Mais en fait, comme c'est une maladie rare, avec seulement 500 à 600 diagnostics par an, c'est super dur en fait de savoir à quel moment quelque chose qui apparaît en combinaison à un autre élément est juste du hasard, et à quel moment est-ce que c'est vraiment une association de causalité. Avec quelque chose. Voilà, c'est plutôt compliqué à savoir. Et après, il y a évidemment le côté hasard qui fait que... ça mute, et des fois, quand ça mute pas au bon endroit, quoi. Mais ça, d'un point de vue patient, j'imagine que c'est encore plus dur parfois à concevoir et encaisser l'idée de avoir un cancer, comme un non-fumeur qui va avoir un cancer des poumons. Parfois, je pense que ça peut être, j'imagine, plus difficile à traiter comme information. Le fait, t'as ton cancer, tu sais pas d'où ça vient, t'as sûrement rien fait qui t'as fait tout bien, t'as essayé toute ta vie de faire attention, et en fait ça tombe sur toi et tu peux rien. Après, au moins, il n'y a pas tant que ça la stigmatisation, parce que je pense dans certains types de cancers, enfin tout ce qui est cancer ORL, cancer du poumon, on est quand même encore beaucoup, je pense, dans des idées un peu de stigmatisation. La cirrhose. Voilà, où les personnes tout de suite vont associer à l'alcool, aux consommations de tabac, etc. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Et ici, au moins, il n'y a pas cet élément-là, je dirais, parce qu'au moins, il n'y a pas de vrais facteurs de risque connus, donc au moins, on ne peut pas être dans ces mécanismes de les bon, c'est de ta faute, etc. N'hésitez pas à écouter notre épisode à ce propos-là. Du coup, tu sais le numéro combien c'est ? Le numéro de Louise, c'est 49 ? Allez, on va dire que tu as raison, je sais pas. Où on parle de ça, justement, notamment la stigmatisation que tu peux avoir vis-à-vis du traitement de ton cancer. Ok. Dans ton résumé de thèse, tu parlais un peu de récidive et de comment est-ce qu'on informe le patient par rapport à sa maladie. Et du coup, est-ce que tu peux me dire quel est l'objectif de ta thèse et nous parler un petit peu plus de ces sujets-là ? Bien sûr. Donc en fait, ma thèse s'inscrit au départ dans un protocole de surveillance médicale, en fait, qui s'appelle Salomé. C'est un acronyme pour suivi des patients atteints d'un mélanome uvéal adapté au risque de rechute. Okay. Donc en fait, ça veut dire c'est un suivi qui est adapté en fonction du risque de récidive, notamment un suivi pour les personnes qui sont considérées comme étant un peu plus à risque, on va dire ça comme ça, de développer une récidive, donc qui ont des tumeurs plus grandes ou qui ont l'expression de ces facteurs génomiques, notamment une monosomie au niveau du chromosome 3 ou une altération au niveau du chromosome 8. Et donc, dans ce cas de figure-là, les personnes sont suivies plus intensivement avec des IRM au lieu des échographies, notamment au niveau du foie par exemple, plus régulièrement aussi, donc ils viennent tous les 6 mois. Ils ont en plus de ça des prises de sang où on essaye de regarder, on essaye de voir est-ce que un suivi vraiment plus poussé permettrait d'obtenir des diagnostics plus précoces de métastases, puisque c'est un élément peut-être pas anodin, mais dans la plupart des cas, donc je dirais en fonction des papiers qu'on lit, entre 60 et 85% des patients
qui développent des métastases vont en fait les développer au niveau du foie. Ok. Alors c'est vrai que c'est complètement contre-intuitif en plus parce que les yeux et le foie c'est quand même assez loin. C'est très loin. Et sans trop m'avancer, mais je dirais qu'on est toujours en train de comprendre aussi de comment cette association se fait. Et c'est aussi une grande distinction finalement avec les cancers de la peau, enfin les mélanomes cutanés, qui eux récidivent vraiment beaucoup moins fréquemment au niveau du foie. Ouais. Et donc on essaye de voir est-ce que un suivi plus approfondi permettrait pas de diagnostiquer ces métastases, si jamais il doit y en avoir, plus précocement et du coup de mieux les traiter, parce que finalement ces métastases souvent ça peut se traiter plus ou moins bien. S'il y en a qu'une ou deux, en fonction de comment ils sont localisés, on peut éventuellement les retirer chirurgicalement. Et là, c'est le meilleur des cas, entre guillemets. Ouais. Mais s'il y en a trop ou qu'ils sont mal localisés, c'est pas forcément possible. Donc là, il y a parfois des types de chimiothérapie intrahépatique, donc en fait directement au niveau de la tumeur, enfin dans le foie. Il y a des types d'immunothérapie, enfin on fait des choses. Mais le pronostic, pour le coup, est quand même beaucoup moins favorable. Je dirais une survie médiane entre 12 et 16 mois. Ouais. Donc, voilà. Et du coup, évidemment, c'est toute une question de comment est-ce qu'on communique aussi un éventuel risque aux patients, quelles informations les patients veulent-ils avoir. Parce que nous, on a beau se dire, il faut tout dire aux patients. Et bon, c'est vrai qu'il y a des lois quand même à ce sujet, mais... d'un point de vue éthique, tu te dirais, faut tout dire aux patients. Mais en même temps... C'est ce qu'intuitivement, peut-être, on aurait tendance à se dire. Après, il faut quand même que l'information soit utile aux patients, etc. Enfin, si on lit bien le texte, c'est quand même aussi ça qu'il dit. Donc, nous, ce qu'on essaye surtout de savoir au travers de cette thèse, c'est qu'est-ce que les patients veulent savoir, eux. Est-ce que vraiment ils ont envie de tout savoir ? Et quand est-ce qu'ils ont envie aussi d'avoir ces infos ? Parce que de toute façon, l'étude, on leur explique un petit peu quand même. Il y a pas mal d'infos quand même qu'ils peuvent aussi trouver en ligne. Et puis, on leur dit quand même des choses, mais jusqu'où est-ce qu'on va dans les détails ? À quel moment est-ce qu'on évoque, par exemple, des possibilités de traitement si jamais ça devenait métastatique ? Est-ce que c'est suffisant au moment même ? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient savoir des choses en amont ? Donc, c'est un peu, vraiment comment sont les infos transmises, sur quel sujet les infos sont transmises et aussi par qui. Parce que finalement, les personnes qui sont plutôt à bas risque, entre guillemets, ils sont suivis uniquement des onco-ophtalmologues. Ouais. C'est-à-dire, en gros, qui font les examens au niveau des yeux, etc., qui confirment le diagnostic à l'Institut Curie. Et ensuite, il y a un suivi alterné avec les ophtalmologues de ville. Et pour les personnes qui sont un peu plus à risque, on va dire ça de cette façon-là, ou qui sont à haut risque. Enfin, dans mon article protocole, clairement, on dit à haut risque, mais c'est pour le dire un peu plus positivement, je pense. Eh bien, eux, ils sont, en plus de leur suivi ophtalmologique, ils ont un suivi avec un oncologue. Ouais. Donc, ce suivi qui inclut notamment des IRM du foie, des examens quand même plus approfondis. Plus poussés, plus voilà. invasifs. Et donc, comment est-ce qu'on communique, alors à la fois autour du suivi, mais aussi autour de ce que ça pourrait impliquer, etc. Et donc là, nous, on essaye vraiment de savoir qu'est-ce qu'on vous a dit, qui vous a dit ça, à quel moment, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y avait des infos qui vous en manquaient, etc. Et alors, ça peut être aussi bien au niveau du suivi qu'au niveau d'éventuellement des métastases, etc., qu'au niveau de certains effets secondaires. En termes de retour qu'on a eu jusque-là, en tout cas, ça inclut un peu tous ces thèmes-là. Donc voilà, l'idée c'est de voir un peu ça. L'idée, c'est aussi de voir au niveau de la qualité de vie globalement, comment est-ce que les patients vivent cette phase de surveillance, qui est quand même une phase aussi particulière, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a un peu tendance à se dire, ok, finalement, les gens, ils ont survécu et c'est super, donc tant mieux. Et c'est peut-être aussi ce qu'en tant que patient, on se dirait un petit peu quand on ne connaît pas. Mais en fait, t'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête et t'attends qu'un jour le médecin il te dise finalement c'est bon, vous les avez les métastases, super. Ça fait un peu bizarre quoi, comme. Si ça doit arriver, mais en tout cas c'est souvent la phase où on réalise aussi ce qui s'est passé et où on comprend que j'ai eu un cancer et en fait je peux toujours en mourir éventuellement. Et les traitements, en fait, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, les traitements pour les mélanomes de l'UV sont vraiment très courts. En général, en un mois, c'est réglé. Et un mois, ça laisse pas forcément le temps de vraiment tout intégrer ce qui s'est passé. Enfin, la perte d'un œil, éventuellement, même les traitements, même si c'est pas une énucléation, c'est quand même des traitements qui sont assez invasifs, je trouve. Et
Et tout ça sur un diagnostic parfois complètement fortuitement. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment la période où on comprend aussi qu'on a eu un cancer. Enfin, qu'est-ce que ça signifie maintenant ? Quelles implications sur la vie quotidienne, sur le reste, etc. La crainte, quand même, pour certains, j'ai des enfants et tout. Est-ce que maintenant, ils vont aussi être malades ou pas, etc. Enfin, c'est quand même des questions que les patients se posent aussi. Donc, c'est vraiment cette phase de survie, finalement. Comment est-ce que les gens vont ? Au niveau de l'anxiété, la dépression, la peur de la récidive, donc cette fameuse épée de Damoclès au-dessus de la tête, comment est-ce qu'ils le vivent dans leur quotidien ? Est-ce que c'est des choses auxquelles ils pensent tout le temps ? Est-ce que, voilà, avec évidemment en tête de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux les aider et pour mieux les accompagner. Okay. Parce qu'il y a tout un tas de choses pour d'autres types de cancers, enfin, le cancer du sein, etc. Il y a vraiment plein de choses, il y a des parcours vraiment très, très définis. Et le mélanome uvéal, c'est aussi une maladie qui est rare. Donc, qui dit maladie rare, dit qu'il n'y a pas énormément de centres de traitement dans toute la France. Donc, il y a concrètement 2. Ouais. Ce qui veut dire que les gens, ils viennent... de l'autre bout de la France. De l'autre bout de la France à Paris, ou alors à Nice, où est le 2e centre de traitement. C'est bon, ils sont un peu loin les uns des autres. Au moins, c'est un peu loin, mais finalement, il y a quand même des personnes qui viennent du Sud et qui viennent à Paris. Donc, je pense que c'est... Quand t'es à Biarritz, t'es là, c'est loin. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour les aider Voilà, pour mieux vivre cette phase, et même pour les médecins, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire en termes d'aide à la communication si jamais c'était nécessaire, ou voilà, sans forcément dire que ça va être là la solution, hein, mais c'est vraiment d'essayer un peu de comprendre comment se passe cette phase-là. Ok. Moi, avant de lire un peu ton sujet de thèse et de préparer notre entretien, je pensais que quand un médecin il doit annoncer et ensuite prendre en charge ces patients-là, il y avait comme un texte qui lui dit qu'il doit lui donner telle information, ne pas lui donner celle-là, ou alors que c'est le patient qui est un peu maître de ce qu'il a envie de savoir ou pas. Et là, en t'écoutant parler, j'ai l'impression que du coup, il n'y a pas vraiment d'uniformité de prise en charge, que ça dépend un peu du médecin ou peut-être du patient. Est-ce qu'il y a des textes c'est quoi les textes qui t'obligent et qui disent tu es censé donner telle information au patient, il est obligé de savoir, ou alors cette information, tu as le droit de la garder. Est-ce qu'il y a des choses qui sont obligatoires ou pas, quoi Je dirais dans l'obligation, en tout cas, on peut potentiellement pas cacher un diagnostic quand même à un patient. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il faut aussi que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que l'information soit utile. Donc, est-ce que au moment où on leur a dit qu'ils sont de toute façon à risque de récidiver, donc ça, ils le savent quand même plutôt tous, je dirais. Est-ce que à ce moment-là, c'est utile d'aller tout de suite très dans les détails ? Est-ce que c'est utile de tout de suite être très dans les statistiques, qui de toute façon vont aussi pas parler à tout le monde, hein, parce que là, rappelons que les personnes viennent quand même de toute la France, donc c'est pas, il y a vraiment des niveaux aussi socio-éducationnels, socio-professionnels vraiment très variés. Donc c'est des informations qui sont quand même compliquées. Tout ce qui concerne la génomique, le niveau de risque, puis les statistiques, puis en fait ça reste des probabilités, donc ça reste quand même pas des certitudes entre guillemets. Donc voilà, est-ce que c'est utile d'aller jusque-là dans tous les cas de figure, quitte à ce que ça soit pas forcément compris par tout le monde aussi, quitte à ce que ça s'applique aussi pas à tout le monde, parce qu'il y a des personnes quand même qui vivent vraiment très longtemps sans récidiver, voire récidivent jamais du tout. Et est-ce que c'était utile de les stresser complètement ou voire d'influencer indirectement certains choix de vie en leur donnant certaines informations, peut-être chiffrées ou peut-être très très détaillées. Puis les chiffres aussi, à eux seuls, ça veut pas dire grand-chose. Et finalement, quand on les entend quand même, je sais pas, c'est quand même quelque chose qu'on garde en tête et qui peut-être peut aussi parfois rendre moins visible toutes les autres informations qu'il y a quand même autour de ces chiffres. Donc, est-ce que c'est utile d'aller jusque-là ? Je pense que c'est en tout cas pas forcément une obligation de donner les informations vraiment de cette façon-là, puisqu'ils sont pas forcément non plus compris par tout le monde de cette façon-là. Et finalement, la communication médecin-patient, c'est
c'est quand même quelque chose qui est vraiment dans une relation aussi, qui s'inscrit aussi dans une relation. Et il n'y a pas une annonce, enfin, souvent ça se fait aussi au fur et à mesure, et puis les gens y reviennent pour leur suivi, donc c'est aussi la possibilité de communiquer d'autres choses, de rediscuter d'autres informations aussi pour pas assommer, peut-être dès la première fois donner tous les infos, c'est peut-être puis pas il y en a aussi. qui posent des questions, d'autres qui posent pas de questions. Moi je sais que selon à quel médecin je parle, il y a des fois où j'ai posé plein de questions sur ce qu'on allait faire et d'autres pas du tout. Et j'ai l'exemple pour un cancer du coup d'une personne de ma famille qui avait eu un cancer et elle avait voulu absolument savoir son taux de récidive et ses chances de survie, elles étaient de combien. Bon, c'était 6%, mais elle a fait 10 ans de plus, mais c'était 6%, donc c'était très peu en fait. Mais elle avait dit que dans son cas de figure, il y a plein de patients qui avaient pas du tout demandé ça, qui avaient pas du tout cherché à savoir quelle était leur chance de survie, quelle était leur chance de récidive. En tout cas, c'est à l'appréciation du personnel soignant et il n'a pas de prérogative précise sur l'information. Cette information, elle doit être donnée. Cette information, j'ai le choix entre la donner ou pas la donner, quoi. C'est plus à son appréciation. Je dirais que oui, ça dépend à la fois des informations. Donc encore une fois, je pense cacher un diagnostic, c'est vraiment pas possible. Et cacher sûr. certains éléments médicaux, je pense que c'est pas possible non plus. Mais après, jusqu'où est-ce qu'on va dans les détails, je dirais que c'est aussi quelque chose qui se fait vraiment dans la relation avec le patient, en essayant de savoir qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il a envie de savoir aujourd'hui. Parce que c'est aussi, on est un jour précis, voilà, peut-être que la semaine d'après ou 2 mois plus tard, à la prochaine consultation, il aura envie de savoir autre chose et ça sera possible de revenir dessus. Et évidemment, si sa santé, d'ici là, aura évolué ou qu'il y aura des choses qu'il faudra communiquer, évidemment, il y aura quand même des annonces qui seront faites et des choses qui seront communiquées à ce sujet-là. Ok. Du coup, on peut peut-être passer aux méthodes. J'avais juste une dernière question. C'est quoi la prise en charge qui est proposée à ces personnes une fois qu'elles ont eu le diagnostic, qu'on leur a fait les thérapies ou quelle que soit la thérapie qu'on a fait et qu'elles sont dans cette phase justement de surveillance? Qu'est-ce qu'on leur propose comme accompagnement à ces personnes? En dehors des examens cliniques classiques, est-ce qu'il y a des aménagements pour eux? Est-ce qu'il y a des suivis médico-sociaux, psychologiques? Alors, je dirais que ça dépend de leur situation individuelle un peu. Alors, on ne propose pas systématiquement un accompagnement psychologique, encore une fois, parce que ce n'est pas forcément ce qui est de plus adapté, surtout pour des personnes qui viennent de loin. Donc, ça voudrait forcément dire des suivis en distanciel, ce qui n'est pas forcément non plus... ce qui ne convient pas forcément non plus à tout le monde. Ou alors des suivis près de chez eux, etc. Mais est-ce que c'est pas non plus systématiquement proposé? Il y a des personnes qui en demandent ou qui demandent des contacts ou qui sont pris en charge en fait pour un accompagnement psychologique. Et il y en a où c'est pas le cas. Donc c'est aussi une des questions pour le coup de mon étude. Il y a un petit volet où on leur demande est-ce que vous avez un accompagnement psychologique, oui ou non. Et sinon, est-ce que vous aimeriez en avoir un, oui ou non? Et là encore, si oui, pourquoi est-ce que vous n'en avez pas? Et donc là, manque de temps, etc. Et alors, on n'a pas encore vraiment achevé les analyses de données, mais un peu ce qu'on a pu voir quand même, il y avait quand même un manque d'informations pour certains. Il y avait un manque de temps pour d'autres, mais il y a quand même un peu ces facteurs aussi qui font que potentiellement pas tout le monde qui voudrait un suivi à ce jour en a un. Donc peut-être qu'il suffit de donner plus d'infos pour leur permettre d'y accéder, mais il n'y a rien de systématique. Il n'y a pas vraiment de standardisation de protocole en disant t'as tel diagnostic, il s'est passé ça, on t'envoie chez telle personne pour vérifier. Non, mais c'est pour le coup pareil avec d'autres types de cancers. Il n'y a pas forcément non plus systématiquement des prises en charge psychologiques. Ça dépend après des institutions. Il y a des institutions où il y a au moins une rencontre avec des stagiaires psychologues, par exemple, qui vont faire une évaluation systématiquement. Et dans d'autres institutions, il n'y a pas forcément ça systématiquement. Et je trouve aussi que ça fait plutôt sens parce que ce n'est pas toujours nécessaire non plus. Et il y a aussi un temps, je pense, pour ces accompagnements-là et pour retravailler justement les choses. Donc, c'est pas n'importe quand qu'on fait ça. Il faut quand même aussi être un peu disponible. Il faut peut-être, dans certains cas aussi, être sorti un petit peu des traitements, etc. Être un peu dans cette phase, justement, où on réalise. Donc, je pense que c'est bien aussi de laisser aux patients le choix de quand est-ce que c'est le moment de faire ces choses-là. Ok. On peut passer aux méthodes. Du coup, comment tu mesures les différents paramètres qui t'intéressent? Donc,
Comment se passe la prise en charge? Comment on mesure la qualité de vie d'un patient? Est-ce que c'est des applis? Est-ce que c'est des entretiens? Comment tu fais tout ça? Alors, c'est une méthode mixte, du coup, comme on a dit dans le titre au début. Donc, il y a à la fois un volet qui est quantitatif, donc avec des questionnaires de qualité de vie. Donc, il y a par exemple la HADS, qui est donc le questionnaire assez classique pour mesurer l'anxiété, la dépression, notamment dans le cadre hospitalier, des maladies somatiques. Okay. Il y a un questionnaire qui mesure la peur de la récidive, donc les éléments déclencheurs, les symptômes, la fréquence, etc., le niveau à peu près. Il y a des questionnaires qui ont été développés par l'EORTC, donc l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer, qui en fait sont des questionnaires de qualité de vie qui sont aussi utilisés dans le cadre des essais cliniques. Donc là, il y aura une évaluation de symptômes, entre autres. Au niveau de l'œil, est-ce que vous voyez correctement? Est-ce que vous avez une vision floue? Est-ce que vous avez une vision double, etc., etc. Enfin, tout ce qui peut avoir lieu dans ce cas de figure-là au niveau de l'œil. Et on a ajouté des questions justement sur les informations qui ont été transmises, sur la compréhension de ces informations-là, sur la littératie en santé, c'est-à-dire à quel point est-ce que la personne se sent en mesure de comprendre les informations médicales qui lui sont transmises, ou est-ce qu'elle a besoin de l'aide pour comprendre ces informations-là. Quelles informations lui ont été données, à quel moment, et quelle est la satisfaction en fait par rapport à ces informations-là. Ok. Très globalement. Donc ça c'est pour le quanti, et pour le qualitatif du coup c'est quoi? C'est des entretiens, c'est ça? Oui, c'est des entretiens, donc des entretiens individuels avec le nombre pour le coup ça dépend un petit peu, mais au moins 25 on va dire. Entretien individuel. Donc on a en fait développé une grille d'entretien, c'est assez classique entre guillemets, et on va faire une analyse thématique. Donc on va regarder un peu quels thèmes sortent majoritairement en lien avec le sujet qui nous intéresse, donc la transmission des informations, etc. Et éventuellement, ce qui m'intéresserait peut-être quand même moi, à voir si c'est possible ou pas, mais les analyses plus de type lexicométrique, c'est-à-dire on regarde les occurrences de mots et d'associations de mots. Donc, est-ce que, par exemple, il y a des associations de mots type aux mots de surveillance médicale ou d'IRM, par exemple? Est-ce qu'il y a des mots qui sont systématiquement associés à ça, etc. Donc, ça, c'est des méthodes plus stats. Et après, il y a des logiciels comme Iramutech qui font ça très bien et très automatiquement. Donc, après, je ne connais pas forcément toutes les statistiques derrière. Mais voilà, ça serait aussi un moyen d'avoir un peu deux regards séparés sur ces données, parce que les analyses thématiques, même si on fait un double codage, c'est-à-dire avec une collègue de l'équipe, elle code les mêmes entretiens que moi, ou en tout cas une partie des entretiens, pour qu'on s'assure en fait qu'on a à peu près compris de la même façon les entretiens et qu'on utilise à peu près de la même manière la grille d'entretien, tout ça pour quand même pas supprimer la subjectivité, parce que les entretiens sont aussi ce qu'elles sont, parce que c'est une certaine personne qui les a menés, mais pour quand même objectiver un tout petit peu le report des résultats en tout cas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un entretien qualitatif, donc moi je vais dire des choses mais je n'en ai jamais fait, donc tu me corriges si je dis des conneries. En gros, on a une liste de questions ouvertes qu'on amène dans une conversation, et on enregistre cette conversation pour ensuite retranscrire et trouver des associations, donc soit par thème, soit par du coup champ lexical, pour savoir s'il y a des choses qui se recoupent dans les informations. C'est ça? Exactement. Alors on retranscrit effectivement et on pseudonymise, donc on enlève évidemment tous les éléments identifiants et tout. C'est quand même, je pense, important de dire, parce que c'est toujours un peu impressionnant de se dire c'est enregistré, retranscrit, etc. C'est toujours un peu le moment de stress aussi pour les patients, pour les personnes, parce que c'est pas anodin du tout. Donc voilà. Ok. En termes de méthodologie, est-ce que tu peux me parler un peu de ta population? Combien tu as de personnes? Tu les suis une fois, plusieurs fois? C'est à quelle période que tu t'inscris dans le protocole? Alors nous, on arrive 6 mois après la fin des traitements. Okay. Idéalement, on aurait aimé arriver plus tôt. Mais c'est compliqué parce qu'ils ont déjà beaucoup d'informations avant. Les consultations avant sont vraiment assez chargées, parce que finalement, ils ont leur traitement et ensuite, ils ont une consultation post-traitement à peu près 3 mois après la fin des traitements. Mais c'est une consultation où vraiment on aborde un peu le suivi avec eux et qui est quand même assez chargée, et
aussi, ils ont des créneaux de consultation qui, de base, sont quand même assez courts aussi. Donc, il y a quand même aussi le manque de temps, des facteurs institutionnels qui font que c'est pas toujours évident. Donc, nous, on n'a pas pu arriver plus tôt avec ça. Et c'est forcément après le premier diagnostic. Ça peut pas être après récidive. Non, c'est après le premier diagnostic, vraiment. Et ils sont pas métastatiques. C'est-à-dire, ils n'ont pas récidivé au moment où on les inclut. Okay. Justement parce que les informations et la compréhension qu'on a des choses sont quand même potentiellement différents, entre guillemets, quand on a déjà eu ce type de cancer précisément. Et c'est même différent. Là, je vois dans les entretiens que j'ai déjà faits, il y a certaines personnes qui ont déjà eu un cancer, un autre type de cancer. Oui, okay. Et on voit quand même que le vocabulaire est différent. Même tout le rapport, en fait, au système médical n'est pas du tout pareil parce qu'on a déjà un peu l'habitude. Là où, quand c'est un nouveau diagnostic, on arrive, on est complètement perdu dans un monde qu'on ne connaît absolument pas. Donc, bien sûr. Voilà, donc nous on arrive 6 mois après et on leur transmet un questionnaire à ce moment-là, donc un questionnaire qui est constitué en fait de plusieurs questionnaires, donc entre autres tous ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, et ils les remplissent, ils nous les renvoient. Okay. Et ensuite on propose vraiment un sous-échantillon, parce qu'on va pas, avec tout le monde qui remplit les questionnaires, on va pas pouvoir faire des entretiens, on n'aura pas le temps de faire avec tout le monde. Donc cette sous-échantillon d'au moins 25 personnes, pour simplifier, on va faire les entretiens. Et ensuite, 6 mois plus tard, donc 1 an après la fin des traitements, on leur renvoie des questionnaires. Donc les mêmes qu'ils ont eu au T1, sauf il y en a un peu moins. Okay. Donc c'est juste, on regarde, est-ce qu'au niveau des symptômes, est-ce qu'au niveau de la qualité de vie, donc la peur de la récidive, l'anxiété, la dépression, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué entre-temps. Okay. C'est juste pour revérifier. Et puis même au niveau de la communication, au cours de la consultation, est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir plus d'infos sur certains sujets ou pas tant, parce que c'est aussi, il faut aussi avoir cette appréciation, je pense, de la durée d'un suivi. C'est pas juste une consultation dans laquelle on dit des choses, c'est vraiment un suivi dans lequel aussi les choses s'inscrivent. Voilà, donc 2 fois pour les questionnaires et 1 fois pour l'entretien pour certains. Ok. Donc ça, c'est pour la méthode. Est-ce que tu as déjà eu des résultats ? Est-ce que tu as déjà fait des analyses de certaines parties de ta thèse ? Est-ce que tu disais tout à l'heure que tu avais un papier, c'est ça ? Oui, alors on a publié effectivement un article protocole, donc sans résultat, mais qui résume très très bien toute cette méthodologie-là et tous les modèles théoriques sur lesquels se base cette recherche. Ensuite, on a publié des résultats d'une enquête. Enfin, non, on n'a pas encore publié en fait. On va les publier. Une enquête qu'une médecin avait fait avec les ophtalmologues et les oncologues qui prennent en charge ces patients-là. Justement sur comment ils communiquent sur le pronostic, quelles informations ils donnent, comment ils les donnent, etc. etc. Donc, ça va probablement bientôt être publié. On espère. Et sinon, on n'a pas encore publié de résultats, mais j'ai commencé un peu à analyser mes entretiens. C'est aussi pour ça que j'y fais un peu référence depuis tout à l'heure. Et on est en plein dans les analyses aussi quantitatives, les premières, parce qu'on n'a pas encore tout le monde. On veut avoir 250 personnes. Ouais. Et on a, je dirais 170, 172. Pour 500, 600 par an, ça va en termes de... Tu as quand même réussi à recruter une bonne partie des personnes qui sont diagnostiquées dans l'année. Après, c'est aussi une période du coup de recrutement qui est assez longue. Oui, ça c'est sûr. Donc, parce qu'ils n'arrivent pas tous le même jour en disant bonjour, en fait, on vient tous d'avoir un cancer aujourd'hui, du coup c'est parfait, vous pouvez tous les inclure. c'est très sporadique au fur et à mesure de l'année. Des fois t'en as 5, des fois t'en as 0 pendant 6 mois, quoi, je suppose. Oui, et puis c'est 500 ou 600 et une grande moitié est traitée à Paris. Et du coup, ça fait 300 ou 350. Donc c'est quand même déjà réduit. Et puis on n'a jamais tout le monde. Il y a aussi les contraintes institutionnelles qui font qu'il y a certaines personnes qu'on n'a pas. Il y a certaines personnes qui ont déjà des métastases au moment où ils viennent pour une première consultation. Ils n'ont pas de symptômes. On les inclut pas. Puis il y a ceux aussi qui veulent pas. Ça arrive aussi. C'est non, mais le taux de refus dans nos études avant nous, c'est vraiment genre... Moi, sur la méthode que j'utilise, pour des patients en addictologie, on avait 30% de personnes qui acceptaient de faire l'étude. Et au final, sur ces 30%, il y en avait 80% qui étaient utilisables, en gros. Ah oui. Donc ça réduit quand même pas mal, petit à petit. Ça réduit surtout la représentativité aussi, ça, c'est sûr. Parce que s'il y a autant de refus, et
Après, nous, on n'a pas des vrais refus. On a juste des personnes qui ne renvoient pas les questionnaires. Ouais, nous, on a des perdus de vue aussi. Hein, c'est des soft refus. Ouais, c'est des soft refus. Ouais, mais nous aussi, il y en a certains. On compte, enfin, quand je dis refus, on compte aussi les personnes qui viennent faire un entretien avec un médecin, qui le voit 1 ou 2 fois, et après qu'on ne revoit plus jamais disparu du circuit. Et donc, du coup, c'est pas un refus, c'est juste que il vient plus. Il a décidé d'arrêter son suivi médical. C'est assez facile de comprendre les raisons qui font que tu puisses en avoir marre de venir. C'est-à-dire que dans l'absolu, ça leur apporte pas directement quelque chose. Enfin, je pense que c'est hyper difficile. Pour la recherche, essayer d'expliquer aux gens à quoi ça sert de faire des trucs en plus. Tu dois déjà avoir beaucoup de rendez-vous dans certains cas en plus. Donc c'est vrai que ça se comprend assez bien, quoi. Puis en plus, c'est des trucs à long terme, quoi. Ça va pas les aider eux directement, mais ça va aider des gens plus tard qui auront la même chose. Donc il y en a qui comprennent ça. Peut-être aider des gens plus tard. Dans un sens, si, forcément, parce que même si t'as pas de résultat, ça donnera une information au chercheur suivant en disant ça marche pas, donc faites autre chose. Donc c'est important quand même. Mais il faut avoir, en général, c'est des personnes qui sont plus éduquées, qui ont un niveau éducation socioculturelle plus important, qui comprennent l'intérêt de la chose, ou qui ont des personnes dans leur famille qui ont eu la même chose et qui se disent tiens, j'aimerais bien que ça aide mes proches. Mais c'est compliqué de faire rentrer les gens dans les études, donc c'est bien que tu aies une incidence aussi importante dans tes... Et moi j'ai une question pour tes résultats. Est-ce que vous imaginez pouvoir projeter ces résultats sur d'autres types de cancers, ou tu penses que par la nature de ton étude, elle s'applique forcément que au cancer de l'UV? Ce serait quoi la capacité à exploiter ces résultats au-delà de ce domaine spécifiquement? Je dirais, il y a potentiellement des résultats, ou en tout cas des parties de résultats qui pourraient être transférés sur d'autres types de cancers rares, en tout cas. Alors peut-être c'est pas tant que ça comparable avec par exemple les cancers du sein, où il y a vraiment énormément de traitements, de possibilités de traitement, mais d'autres types de cancers rares, ou des types de cancers qui ont un plutôt mauvais pronostic, avec des options de traitement possiblement aussi limitées. Okay. Là, je pense, oui, on peut quand même potentiellement avoir une idée de ce que ça pourrait donner dans ces populations-là aussi. Ok. C'est une question que vous vous êtes posée avant de faire le protocole, ou c'est dans un deuxième temps, on vous a dit peut-être qu'on pourra utiliser ça plus tard? Est-ce que c'est anticipé à la base ou pas? Alors, sans forcément aller jusqu'à réutiliser les données, même si c'est aussi quelque chose qui est plus ou moins aujourd'hui anticipé dans les protocoles éthiques, mais sans forcément aller jusqu'à dans cette réflexion-là, on s'est plus dit que au moment où on a candidaté pour des financements, que les résultats qu'on aura potentiellement seront quand même aussi importants pour d'autres types de cancers et d'autres situations cliniques, entre guillemets, puisque d'autres types de cancers rares, ça veut dire la même chose. Ça veut dire un éloignement avec les centres de traitement, ça veut dire potentiellement un isolement aussi, ça veut dire une compréhension réduite aussi des proches, parce que personne connaît ça en fait. Quand ils disent ils ont un cancer au niveau de l'œil, quand est-ce qu'on entend parler? C'est quand même rare. Clairement. Il n'y a pas un mois entier dédié à ce cancer-là, il n'y a pas des actions de prévention partout, à la télé, dans les pubs. C'est ça. Donc forcément, c'est plus difficile de s'imaginer ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer, je sais. Ok. Et en termes de résultats, est-ce que tu as déjà des résultats préliminaires pour dire les gens ils se sentent plutôt comme ça, ils préféraient qu'on leur dise ça plutôt que ça, ou t'en es pas du tout encore là? On n'est pas vraiment là. Ok. Non, on n'est pas vraiment là. Ok. Tu reviendras pour nous raconter ça une prochaine fois. On n'aura pas de spoiler des conclusions, malheureusement. On lira tes articles quand ils seront sortis. Si vous voulez des résultats, vous en aurez, ou tu reviendras, effectivement. Ou faites les deux, allez lire aussi. Ça... Ouais, c'est toujours bien de lire des articles scientifiques. Si tu comprenez un peu l'anglais, c'est vraiment très bien d'avoir ces infos directement à la source. C'est vrai, en plus c'est plus détaillé. C'est sûr. Bon. T'avais un petit schéma tout à l'heure, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Oui. En fait, c'est le schéma qu'on avait aussi dans l'article protocole dont on a déjà parlé plein de fois. Je fais vraiment la pub pour ce papier comme si c'était le meilleur de la Terre. Citez cet article, par pitié. C'est ça. Pensez à son impact factor.
Donc en fait, c'est un schéma qu'on avait fait adapté au mélanome uvéal et aux patients qu'on a. Pareil, quand on a écrit le protocole. Et qu'on a un peu inspiré, entre guillemets, du schéma de la qualité de vie de l'Evental. Ok. Donc en fait, c'est un schéma qui évoque différents facteurs qui potentiellement peuvent influencer la qualité de vie des patients. Et donc nous, dans le schéma, on a déjà le mélanome uvéal avec sa surveillance, les traitements qui peuvent impacter la qualité de vie dans le sens où ils peuvent causer des symptômes. Alors, ou bien la maladie en elle-même, ou bien les traitements... les effets secondaires. Effets secondaires, exactement. Qui, du coup, peut avoir un impact sur la peur de la récidive, parce qu'on sait bien que avoir des symptômes inhabituels chez certaines personnes, ça peut quand même augmenter la peur de la récidive, ou certains peuvent aussi avoir des comportements, pour le coup, d'auto-vérification, un peu une hypervigilance à sa propre santé, qui peut évidemment entraîner une détresse psychologique. Et inversement, donc une détresse psychologique peut aussi être liée à des niveaux de peur de la récidive plus importants et une inquiétude plus élevée par rapport à tout ce qui concerne la santé. Et enfin, la qualité de vie globale. Et en fait, ce que ce modèle dit en plus, c'est que potentiellement des facteurs extérieurs, c'est-à-dire des facteurs économiques, des facteurs de l'environnement, du soutien psychologique, du soutien social, etc., peuvent aussi influencer cette détresse, etc. Donc potentiellement, peut-être avec un accompagnement psychologique ou un soutien social vraiment très très bien, peut-être la détresse sera moins importante. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est potentiellement la communication, c'est vraiment avec la relation avec le médecin, peut aussi être un facteur qui module en fait cette qualité de vie à ce niveau-là. Ok. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est essayer de voir en quoi la communication, elle s'insère dans ce schéma global de qualité de vie, symptômes, patients, et comment ça interagit ces facteurs, on va dire. Voilà, on essaye de comprendre, par exemple, la satisfaction par rapport aux informations qu'on a eues. Est-ce que, pour le coup, c'est en lien avec une détresse moins élevée, ce qu'on peut supposer, puisqu'il y a quand même des études qui vont dans ce sens-là. Et dans les entretiens qualitatifs, on a vraiment la possibilité aussi de voir comment s'est passée la consultation pour le patient, quelles informations est-ce qu'il a eues. Et là, alors, sans vraiment aller dans les détails des résultats et faire une quantification de tout ça, mais vraiment très qualitativement, on peut dire, il y a quand même des personnes qui nous disent « Ah moi j'ai l'impression qu'on me dit rien, etc. J'ai pas telle et telle et telle info. » Et ce qui est très intéressant, c'est quand on creuse un peu, parce que là on peut, alors que dans les questionnaires on peut pas. Quand on essaye de comprendre un peu, ok, mais justement, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à ce moment-là ? Et finalement, pour certains, ils n'auraient pas tellement voulu avoir plus d'informations ou d'autres informations que ce qu'on leur a donné sur le moment. Donc c'est très intéressant aussi la première perception qu'on peut avoir d'une chose et qu'on peut avoir en échangeant avec les patients qui sont « Ah, on me dit rien ». Et quand on essaye de regarder un peu plus, non, finalement, ils sont quand même assez satisfaits et c'est plutôt rassurant aussi de ne pas avoir certaines informations tout de suite. Voilà. Donc on essaye de comprendre un peu ça et comment est-ce que tout ça interagit aussi avec des caractéristiques personnelles, le coping, la satisfaction de vie en général, les préférences en termes d'information, etc. Voilà, des facteurs qui appartiennent à chacun. Ok. Est-ce qu'on a fait un peu le tour de ça ou est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ta thèse qu'on aurait oublié ? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Peut-être si on peut insister sur une chose, c'est que c'est vraiment une bonne chose qu'on s'intéresse à cette survie de cancer et que l'INCa, donc l'Institut national du cancer, dans sa stratégie décennale du cancer, a vraiment dédié un axe entier à cette phase post-cancer finalement. Ouais, comment donc, on vit avec un cancer en ayant eu un cancer. Voilà, donc c'est vraiment intégré aussi dans la santé publique. Enfin, ça a vraiment pris une importance et notre projet s'inscrit justement là-dedans. Et moi, je trouve ça vraiment très très bien qu'on s'intéresse de plus en plus à ça et qu'il y a de plus en plus de projets parce que comprendre comment les gens le vivent, évidemment, ça permet de mettre en place des choses. Alors en distanciel, par exemple, avec tout ce qui peut se faire maintenant, éventuellement, ou en présentiel, pourquoi pas, mais voilà, de vraiment continuer un accompagnement, pas forcément à l'hôpital, mais aussi global, psychosocial. Parce qu'avant, c'était surtout faire en sorte que la personne survive, et une fois qu'elle a survécu, c'est bon. il y a moins ce côté comment est-ce qu'on vit une fois qu'on a eu un cancer, en fait. Une fois que les symptômes sont passés, on est dans une phase un peu
avant récidive ou sans, où il y aura peut-être pas de récidive, comment est-ce qu'on vit avec les conséquences de ce cancer sur sa vie. Et c'est vrai que t'es la deuxième personne qui vient avec ce sujet-là et c'est hyper important qu'on commence à s'intéresser à ça. Ça semble être le sens de l'histoire, parce qu'une maladie apparaît, tu voudrais d'abord empêcher qu'elle arrive, tu te rends compte que tu peux pas, ensuite tu veux la traiter, tu te rends compte que tu peux pas empêcher de revenir. Et c'est surtout qu'avant tout le monde mourait, du coup il y avait pas la problématique se posait pas. Maintenant que les gens ils commencent à vivre avec pendant plusieurs années, t'es là en fait il va falloir faire quelque chose parce que ils ont vécu ce cancer, ils ont eu ce traumatisme, il faut faire quelque chose pour les accompagner potentiellement s'ils en ont besoin, quoi. Puis ça va dans le sens aussi de pas juste s'intéresser au côté physiologique, biologique, je veux dire, et cellulaire, et aller aussi dans le sens du bien-être du patient et comment les accompagner au mieux, et pas juste en leur donnant voilà ton traitement et à la prochaine, quoi. Donc arriver à dans 6 mois. Un accompagnement meilleur, global, c'est sûr que c'est hyper important, quoi. Je pense qu'on a tous eu affaire à des médecins avec qui ça s'est pas bien passé. Et voilà, c'est trop bien qu'on fasse pas trop le temps et qu'ils ont pas. Trop bien qu'on aille plus profond dans ces problématiques, quoi. Je pense qu'on a aussi compris le sens, tout simplement, de faire attention à cette qualité de vie, parce que si les gens vont mieux, potentiellement ils vont aussi continuer leur suivi, donc ça va aussi permettre de réduire le risque de récidive vraiment très très grave, entre guillemets. Ça va permettre des détections plus précoces et tout, parce que les personnes qui vont être potentiellement très très stressées ou qui vont pas se sentir bien du tout, ça peut peut-être aussi conduire à du coup des abandons de suivi. Donc je pense qu'on a compris aussi l'impact que ça a sur la santé aussi physiologique, les comportements propices à la santé, etc. Donc, on comprend que c'est vraiment un tout. Ok, trop bien. Ce sera le mot de la fin du sujet. On va basculer. Je veux savoir, qu'est-ce que tu fais en dehors de ta thèse pour pas penser à ta thèse? Question piège. Est-ce qu'on peut ne pas du tout y penser? Je suis pas sûre. Franchement, honnêtement. En tout cas, moi, j'en suis incapable. Mais je prends quand même un peu mes week-ends. Ouais. En tout cas, de temps en temps. Comment ça, un peu? C'est-à-dire? Là, tu as la team ne travaille pas une minute de plus que ce pourquoi il est payé. Ouais, du coup, je suis pas dans la recherche. C'est aussi, ça s'explique. Et tu es probablement mieux payé que les gens qui sont dans la recherche. Oui, je confirme. Sans commentaire. Mais oui, non, j'essaie quand même de prendre un peu mes week-ends. Ouais. De prendre aussi mes soirées dans la mesure du possible. Et de me trouver des petites activités un peu de détente. Les vacances, je suis pas très très fort. En vrai, je les pose vraiment très tard souvent et genre tous d'un bloc pour pas les perdre. J'ai des progrès à faire. Tu dois poser 3 semaines avant la fin de l'année. C'est dans 2 semaines. Ah, bon, du coup, je pose 2 semaines. C'est un peu l'idée, mais je pense vraiment avoir des moments où on déconnecte un peu. Ça m'aide quand même. Moi, j'aime bien faire la peinture sur céramique et tout, donc dès que j'ai l'occasion d'y aller, je fais ça parce que j'adore des trucs un peu créatifs. J'ai un balcon, donc je fais du jardinage à l'échelle du balcon, donc c'est pas, on va pas... T'as ton petit potager? Oui. Genre j'ai mes petites herbes et tout, j'ai un petit, moi j'ai envie de dire sapin parce que je compte complètement le décorer comme un sapin extérieur l'année prochaine, mais c'est pas vraiment un sapin, c'est juste une espèce de sapin, quoi. Ouais. Ça s'apparente. Mais un sapin du sud, quoi, qui aime bien être exposé plein sud et tout. Voilà, un peu de basilic, des trucs comme ça. Bien. Mais ça, je trouve, ça détend assez, des choses un peu pratiques où on est vraiment concentré sur autre chose que, tu peux pas que penser. dans la réflexion. Voilà. T'es dans ton activité. C'est ça. Et sinon, je fais des petites formations. Aussi, donc je suis une formation assez extensive en psycho-oncologie pour le coup, donc c'est pas complètement différent, mais c'est pas ma thèse, donc c'est aussi... C'est plutôt le côté clinique du coup Oui, alors effectivement c'est une formation qui a quand même une visée assez clinique, mais qui est quand même bien appuyée avec la théorie et tout. C'est dans une université espagnole, donc c'est un truc à distance. Et voilà, on fait des petites cas cliniques toutes les semaines et tout, donc ça c'est assez intéressant. Parce que moi, c'est la psycho-oncologie, ça me passionne vraiment depuis toujours, c'est mon truc. Et j'ai fait tous mes stages là-dedans, alors aussi bien clinique qu'en recherche. Et là, je ne fais pas de clinique, malheureusement, en ce moment. Mais ça me manque beaucoup et je vais bien retrouver ça. T'en referas après, c'est un projet?
Oui. Okay. J'aimerais bien, avoir vraiment l'enseignement, continuer la recherche, mais aussi retrouver la clinique. Pour moi, ça s'alimente aussi vraiment d'être au contact avec les personnes, d'écouter ce qu'ils nous disent, c'est quoi leurs problèmes. Ça ouvre à des questions de recherche, des trucs auxquels tu n'avais pas pensé. Tu te dis, tiens, lui il parle de ça, on n'en a jamais parlé avant, je ne l'ai pas vu dans les articles. Peut-être qu'il faut l'amener en question de recherche. Ça semble être un lien hyper important à garder quand même quand tu es dans ce domaine. Moi qui ne suis pas trop dedans, ça me paraît logique. Après, je ne sais pas, tu vois, mais c'est vrai que je me dis, garder ce lien patient, c'est super, quoi. Ok, donc le but, c'est d'être enseignant-chercheur à terme, du coup. Oui. Ok. Tu vas vouloir passer des super concours. Oui, on va faire ça. T'as l'air... ok. Ça me fait pas très peur, en fait. Ah, ok. Ouais. Peut-être à tort, hein, parce que nous, en Allemagne, on fonctionne pas tant que ça avec des concours, donc j'ai pas trop cette appréhension. Et comme j'en ai déjà passé aussi pour entrer à Psychoprat, etc., pour l'instant, en tout cas, ça me stresse pas tant que ça, parce qu'après, c'est pas non plus une surprise. On sait très bien ce qu'il faut faire dans un dossier pour aussi être éligible à certains postes, etc. Ouais. Donc, en fait, je pense que c'est pas non plus quelque chose qui tombe comme une surprise où on peut rien faire en préparation. Ouais, tout à fait. Ça, je l'entends dans ce sens-là, c'est sûr. Après, la difficulté, c'est souvent le nombre de concurrents, quoi. C'est que la concurrence, elle est rude parce que en fait, il y a plein de gens qui cherchent un poste et il y a très peu de postes. Et donc, du coup, même si tout le monde est excellent, va falloir faire un choix. À la fin, on peut pas ouvrir 50 postes parce qu'il y a 50 personnes excellentes. C'est toujours un peu ça la difficulté. Évidemment. Après, moi, je suis pas forcément obligée de rester en France. Hein. Ouais, t'as prévu de bouger? En fait, déjà, je suis pas ici de base, donc je pourrais aussi envisager de retourner si j'ai vraiment pas de poste ici, ce que je crois quand même pas, mais admettons que ce soit ce qui se passe, je pourrais complètement retourner, aller autre part. Je suis censée d'ailleurs faire un stage à Boston, normalement, bientôt. Donc, que je devais faire déjà pendant mon master, et puis il y avait le Covid, et puis 2 années de suite, j'ai pas pu y aller, etc. Donc, j'essaie quand même d'avoir des contacts aussi autre part. J'ai fait un stage en Belgique, j'ai gardé des très bons liens avec ces personnes là-bas. Donc, tant que je peux rester en psycho-onco, vraiment, si ça signifie que je dois aller autre part, j'irai autre part. Ouais, et idéalement, tu resterais en France quand même, du coup, tu t'y plais à Paris Oui. Ok. Oui. Paris, c'est quand même super. Il y a des bons côtés. Je te crois. Moi, j'ai mon propre avis. Nous, on y va qu'en vacances. On a nos propres avis, mais si ça te convient, c'est super. C'est trop bien. Votre labo, il a l'air en plus quand même assez cool. Il a l'air d'avoir des équipes super. Oui, les gens sont vraiment chouettes. Il y a une bonne cohésion entre les doctorantes et les doctorants. Les chercheurs, ils sont accessibles. Enfin, ça, c'est vraiment... Sachant que si tu veux faire de la clinique, il y a la barrière de la langue, je crois que tu dois prendre en compte quand même. Donc je sais pas, parce que du coup, je sais que toi, Laura, tu pouvais pas discuter avec des gens en anglais. Typiquement, moi, je peux passer des tests en anglais. L'anglais, ça va, parce que je parle bien anglais, mais par contre, j'avais postulé en Allemagne et il fallait parler l'allemand. Et moi, en allemand, j'ai eu 4 au baccalauréat, donc je parle pas allemand. Et donc, typiquement, j'étais pas prise parce que ils demandent souvent que localement, tu parles avec les patients, en fait, que tu fasses des entretiens et des choses comme ça. Toi, l'avantage, c'est que tu parles allemand, français et anglais. Du coup, déjà, ça t'ouvre bien plus de portes dans des pays contrairement à moi. Évidemment, il faut bien quand même parler, ça c'est sûr. Mais je pense, en tout cas en stage, ça n'a jamais posé un problème. Donc à moins que tout soit différent quand on a un vrai poste, je pense que ça devrait pas être problématique. Et puis, non, je pense que je comprends quand même assez. Et si vraiment il y a un mot que je comprends pas, je vais juste le demander en fait. Ouais. Mais ça m'est jamais arrivé. Hein. Ok, parce que je savais pas si c'était presque légal, t'as pas le droit de faire passer un test de psycho si tu parles pas. En fait, ça dépend ce que c'est comme type d'entretien, je pense, mais de niveau, de à quel point la finesse de ton langage est nécessaire pour que l'entretien soit conduit correctement. Mais il n'y a pas d'obligation légale à ça, tu vois. Mais par contre, c'est sûr que si tu parles si t'as un niveau qui est pas suffisant dans la langue, ils vont pas te mettre sur un poste où tu dois interagir avec du public, des patients locaux qui parlent pas du tout cette langue. Ok. Bon, trop bien. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. On va se faire des petites recommandations culturelles si vous voulez bien, et puis on va boucler cet épisode. Est-ce que tu as des choses que tu as kiffé dernièrement, que tu aimerais présenter au public, des petites recommandations? Si tu veux, on peut envoyer Laura si tu veux réfléchir.
Ouais, envoyons Laura. Moi, je vais rien préparer du tout. Ok, pas de souci. J'ai oublié de te le rappeler, c'est pas moi. grave, c'est voilà, un truc que tu as Après, vu récemment ou ça pas. ça peut être la peinture sur céramique, si t'aimes. Ouais, typiquement. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ou un festival cet été. Moi, je vais recommander le passage que j'ai fait chez le streamer Ponce il y a 2 semaines. Parce que Laura est une star, il faut le savoir. Ouais. Elle passe chez des streamers. Devant 4000 personnes. En fait, Ponce, c'est un streamer qui a une chaîne sur Twitch et qui fait des lives, notamment des lives culture générale le lundi sur le Maître des Fleurs auquel je joue très souvent. Et il a proposé à des gens qui sont abonnés chez lui sur Patreon de proposer des sujets de projets pour passer, raconter un peu leur projet. Et moi, je suis abonnée chez lui sur Patreon, donc j'ai proposé un sujet. Le sujet que j'ai proposé, c'était de présenter Taisez-vous. Du coup, il y a une interview de moi pendant 1 heure chez Ponce, qui est en rediff sur YouTube, sur sa chaîne Ponce Replay, et qui est mon entretien où on a parlé de Taisez-vous, on a parlé aussi de la recherche en neurosciences, de la recherche en général en sciences, et de ma recherche sur les jeux vidéo aussi, parce que j'ai essayé de le recruter à la fin. Ça parle aussi beaucoup addiction jeux vidéo, évidemment. Et je vous recommande vraiment le passage, parce que pour la première fois, depuis que je regarde Twitch, donc depuis que ça existe concrètement, quelqu'un a parlé correctement d'addiction aux jeux vidéo. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'entendre des choses cohérentes, sensées, pas juste des avis random balancés. Moi, je pense que l'addiction, c'est ça. Ouais, merci. Donc, j'ai adoré. Et bien, on t'a pas demandé ton avis, Jean-Paul. En fait. J'ai adoré ce passage, mais je suis pas objectif peut-être. Oui, donc, c'est possible. Je vous le recommande aussi. Mais bon, moi, c'était une super expérience de passer sur sa chaîne Twitch, même si j'étais stressée au début et que je dois avoir une voix de petite fille alors que j'ai 30 ans. Mais c'était super comme expérience. Et donc, du coup, accessible à tout le monde si vous voulez réécouter ce passage, même si vous connaissez déjà Taisez-vous, vu que vous êtes là. Et toi, Loïc, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors moi, mon actu, c'est une grippe. Donc, je vous recommande pas la grippe. Je recommande pas du tout. C'était une semaine horrible. Donc désolé pour le fait que je tousse déjà dans l'épisode. Par ailleurs, j'espère que le son était super et qu'il n'y a pas eu de soucis avec le matériel. Et sinon, je vais spammer la même reco que je fais régulièrement, qui est White Lotus. On vient de finir la saison 3, j'ai adoré. Il faut vraiment regarder cette série, c'est super. La musique est cool, l'histoire est cool. Il y a des trucs trop mignons, des trucs horribles, des trucs dégueux. Il y a tout en fait dans la série. Je comprends que le pitch soit pas si engageant quand tu vois de l'extérieur, où c'est juste des riches dans un hôtel, quoi. Mais des riches dans un hôtel de luxe et c'est leurs interactions et leurs problèmes de riches, quoi. Mais c'est de la psycho, de la socio, de la philo parfois, et parfois des trucs juste débiles. Juste débiles, juste dégueux, juste... C'est quoi les trucs dégueux ? C'est la 2e fois que vous le dites, alors maintenant je suis intriguée. Je sais pas... Il y a une petite scène incestuelle entre 2 frères dans la dernière saison. Voilà, typiquement, ça c'est dégueu. Ah oui, ok, je vois. D'un point de vue sexuel, ça peut être dégueu, mais c'est vraiment ponctuel, c'est pas du tout le propos même de la série. Non. Mais voilà pourquoi on l'a répété 2 fois. Ça nous a peut-être on a un peu trauma en fait. Mais bref, voilà, super Mais on va s'en remettre. Hein. Et j'espère qu'il y aura une saison 4. Et tant pis si ça devient nul comme me disait Laura. J'en veux plus. Okay. J'en veux plus. Et toi, est-ce que tu as réfléchi à quelque chose que t'as plu récemment ou pas récemment ? Est-ce que tu as eu la grippe toi aussi ? Carrément. Non, j'ai pas eu la grippe et vraiment je veux pas l'attraper donc T'inquiète, je ne suis plus contagieux. Non. Non, en fait, je me dis, je vais profiter pour recommander un livre que généralement, j'aime depuis longtemps et je pense les gens aussi qui aiment un peu la psycho-humaniste existentielle, l'anco, etc. Je pense que c'est vraiment un super livre. Je le recommande à tous mes étudiants aussi, tout le temps. Parfait. Donc, c'est le livre Thérapie existentielle d'Irving Yalom. Ok. Qui était donc un psychiatre nord-américain, psychanalyste nord-américain et qui est un peu... qui a quand même un peu bâti la psychologie humaniste existentielle, cette branche-là qui est quand même distincte de tout le courant rogerien, etc. Et donc, son livre est vraiment excellent. Alors, c'est un peu théorique sur le début quand même, mais ensuite, il reprend vraiment tous les enjeux existentiels et avec des exemples cliniques, avec des petites citations, etc. Enfin, vraiment, ça, c'est un super livre pour tout le monde qui veut être psy, à mon avis. Donc, voilà. C'est un vieux livre, du coup ? Oui, il est plutôt vieux, okay. Mais il est vraiment, pour moi, il reste vraiment d'actualité. Ouais, ok. Ok. Et sinon, j'ai regardé hier une série, The Pitt,
Et c'est une série un peu médicale, Ok. une série courte. Moi, j'aime bien les séries courtes parce que comme ça, on n'est pas... Voilà, justement, les trucs qui commencent à avoir 4 saisons ou plus, c'est bien, mais en même temps, on reste toujours un peu sur le truc et quand ça tombe sur un moment, on peut pas regarder. Ou pire, on la découvre quand il y a déjà 5 saisons de sortie. Ah, ça c'est l'enfer. Donc moi, j'aime bien les trucs genre en une seule saison. Et donc là, c'est une série justement en une seule saison. Donc c'est une journée aux urgences avec une équipe. Ok. Et une série médicale un peu typique en vrai. Mais je trouve que c'est assez détendant quand on travaille et tout, d'avoir ça à côté. C'est américaine, du coup je dirais. Okay. Parce que de Pittsburgh, du coup. Donc, Ouais, ok. Ouais, il y a des chances. Ok, trop bien. Bah, la seule série du genre qu'on avait eue, c'était Grey's Anatomy, donc c'est bien d'avoir une alternative aussi pour ceux qui veulent... Ouais, parce que là, il y a 60 000 saisons. Pour le coup, il y a 60 000 péripéties, 60 000 saisons. Moi, j'ai vu des épisodes sporadiques de temps en temps. Zapit, alors, ça marche. Trop bien. Bon, trop cool. Et ben, Dis-moi, Loïc. On va s'arrêter là. Oui. Ouais. Où est-ce qu'on peut retrouver Taisez-vous Sur la chaîne de Ponce, incroyable. On peut la retrouver là-bas. Sinon, sur Instagram, alors déjà, vous pouvez nous écouter sur les plateformes de podcast classiques. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. On a pris plein d'abonnés récemment, donc n'hésitez pas à vous aussi rejoindre. Grâce à mon passage chez Ponce. Notre super communauté, avec plaisir. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Patreon. Lui, il n'a pas trop explosé après le passage chez Ponce. Non. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller dessus. Là, on vient de changer le matos et tout, donc c'est maintenant. On est en négatif. C'est maintenant ou jamais. Sinon, le Discord, évidemment, si vous venez discuter, échanger avec la commu, si vous voulez faire passer des thèses, par exemple, dans le cadre de votre thèse, etc. Ouais, si t'as des questionnaires. Typiquement, j'ai pas pensé, mais Louise, elle a partagé un truc il y a pas longtemps pour sa thèse, mais elle peut clairement le mettre sur le Discord, typiquement. Mettre le lien pour son questionnaire et les gens qui s'y passent, ils peuvent répondre. Donc tout ça à la fois. Et puis nous, on se voit au Frames aussi, où on a déjà 1 ou 2 enregistrements qui sont prévus là-bas. Donc on a hâte de vous y voir. N'hésitez pas à venir nous parler si vous nous reconnaissez, parce que mine de rien... On n'est pas connus en fait. On n'est pas connus. On n'est pas sur de la fame. Donc on se verra là-bas. Même si j'ai mis ma tête en story là tout à l'heure. Donc normalement on est un peu connus, mais vite fait. Merci beaucoup Anita, en tout cas, d'être venue nous parler. Merci pour l'invitation. C'était vraiment chouette. Ça t'a plu? Tu reviendras? Oui. Ah bah super, on te réinvitera avec plaisir. Ah, je reviens avec plaisir. Et ben nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Ouais. Salut. À bientôt. Salut.